Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre édition de votre émission Autant le dire. Notre invité est Arsène Komo. Il est le promoteur de la foire d'orientation et de formation au métier d'avenir. Avec lui, nous parlerons justement de cette foire et de la question de l'hôtellerie au Cameroun. Merci de rester fidèle à Naya TV. Merci de regarder Autant le dire. Arsène Komo, bonjour. Bonjour Jean-Bruno. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, vous êtes le promoteur de la foire d'orientation et de formation au métier d'avenir. C'est la deuxième édition de cette foire que vous organisez cette année, du 15 au 18 septembre prochain. Alors, première question, qu'est-ce que vous entendez par métier d'avenir? Alors, il faut dire que les métiers d'avenir, dans l'entendement qui est le nôtre, à l'issue des observations qui nous ont permis de mettre sur pied cette foire, c'est des métiers à partir desquels on n'a pas besoin de passer beaucoup d'années d'études pour être directement opérationnel en ce qui concerne l'acquisition d'un certain nombre de techniques pratiques et spécifiques liées à l'apprentissage d'un métier, mais davantage aussi à l'autonomisation des jeunes pour pouvoir créer de la valeur ajoutée. Ça, c'est ce que nous entendons par métier d'avenir. Si vous voulez un exemple simple, la pâtisserie, Jean-Bruno, vous n'avez pas besoin de faire 3 années d'études pour devenir un pâtissier. Vous n'avez pas besoin de faire 3 années d'études pour savoir réaliser les mises en bouche, les madeleines, les beignets soufflés, les camas. Or, en 2-3 jours, lorsque vous êtes intéressé par la technique, vous pouvez acquérir cette technique et quelques jours après, vous vous mettez dans l'activité, ce qui vous permet nécessairement de pouvoir vous prendre en charge à travers la réalisation de ces mises en bouche que vous allez effectuer. Voilà pour nous, juste un cliché, et on peut en citer comme ça à l'appel pour indiquer que les métiers d'avenir pour nous, c'est des métiers porteurs, c'est des métiers de demain, c'est des métiers d'avenir qui ne nécessitent pas nécessairement un costaud effort intellectuel en termes d'années d'études, mais davantage qui nécessitent de la volonté et qui, à partir d'une orientation certaine et spécifique, peuvent vous permettre de décoller votre vie. Alors, et ces métiers que vous appelez métiers d'avenir, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ils sont nombreux des jeunes qui ont besoin de ces métiers d'avenir? C'est là toute la problématique. Oui. C'est là toute la problématique, effectivement, parce que dans notre environnement aujourd'hui, les choses se déroulent telles que les jeunes ne sont même pas intéressés par ces métiers-là. Oui. Et nous, on a donc la responsabilité au sein de cette plateforme que nous avons appelée Fofoma de susciter en la jeunesse un amour, un intéressement subséquent qui leur permettrait véritablement de ne plus s'intéresser simplement au concours administratif public ou privé, je ne sais pas quoi d'autre, mais davantage... Qui sont d'ailleurs très serrés. Qui sont d'ailleurs très serrés. Vous-même, vous connaissez comment est-ce que c'est aussi difficile d'accéder à un concours administratif au Cameroun. Alors, nous disons qu'on ne gagne pas sa vie simplement parce qu'on a réussi au concours de l'ENAM, à l'ERIC, à l'EMIA, ainsi de suite. On peut aussi gagner sa vie parce qu'on a accepté d'apprendre un métier à partir duquel on peut devenir un homme. Et cela vous prédispose donc déjà à l'entrepreneuriat. Vous savez que pour développer un pays, il faut s'appuyer sur l'entrepreneuriat, Jean-Bruno. Et nous pensons que pour développer ce pays, il faut qu'on oriente les jeunes vers l'esprit d'entrepreneuriat à partir de l'appropriation, de l'apprentissage de manière technique. J'insiste sur le mot technique parce qu'il s'agit en fait de l'acquisition des techniques qui leur permettent d'être rapidement opérationnels. Et cette opérationnalité donc apporte un plus dans notre société, mais davantage aussi permet de remonter la croissance à travers la création des petits métiers qui sont là. Et il n'y a jamais de saut métier dans la vie. Lorsque un métier vous permet de vous prendre en charge, il faut dire que c'est une vie gagnée. Oui. Alors, j'aime bien votre concept de métier d'avenir. Vous avez parlé, par exemple, de la pâtisserie, pour un métier pour lequel on n'a pas besoin de faire de très grandes études, juste un peu de volonté, de détermination. Est-ce que vous pouvez citer un autre métier? Parce que ceux qui nous regardent pourraient être intéressés, effectivement, par vos métiers d'avenir.
Alors, je pourrais en citer pêle-mêle, mais je prendrais uniquement un échantillon non exhaustif. On peut avoir à côté de ça aussi l'agriculture. Et ceux qui viendront lors de cette foire du 15 au 17 septembre à l'esplanade du Monument de la Réunification trouveront donc bel et bien qu'il y aura des formations en agriculture. Vous pouvez me poser la question, est-ce qu'il est possible de se former en agriculture en 3 jours? Je vous rétorquerai qu'il ne s'agit pas de faire de vous des ingénieurs agronomes. Il s'agit davantage de vous donner la technique de composition de l'aliment pour bétail. C'est-à-dire que lorsque vous voulez faire de l'élevage des poulets ou bien des porcelets, on vous apprend comment composer l'aliment. Et bien à côté de cela, et d'ailleurs, il y a aussi la méthode PIF, qu'on appelle la multiplication végétative du bananier plantain. À partir d'un fragment, vous pouvez obtenir 100 rejets de bananier plantain. Voilà. Donc, à côté de l'agriculture, on a aussi les métiers de la buanderie, lingerie. Dans la buanderie, lingerie, on vous apprend toutes les différentes étapes du blanchissage, c'est-à-dire allant du triage jusqu'au repassage. Combien de personnes dans notre société aujourd'hui savent comment est-ce qu'on repasse un vêtement? C'est important de le savoir. Absolument. Voilà. Alors, au-delà de ce qu'il y a de classique dans les foires, c'est-à-dire les expositions et peut-être des conférences, vous avez prévu cette année ce que vous avez appelé la soirée d'éveil et vous dites qu'elle est spécialement dédiée aux étudiants et autres demandeurs d'emploi. Alors, c'est quoi cette soirée d'éveil? Alors, la soirée d'éveil pour nous, c'est quoi? La soirée d'éveil, c'est véritablement un moment fort où on voudrait rassembler non seulement les jeunes, mais aussi des éventuels partenaires et sponsors. On voudrait les mettre face à face pour que chacun assume les responsabilités qui est la sienne, que les jeunes assument leurs responsabilités en tant qu'apprenants qui sont allés acquérir, n'est-ce pas, une technique d'apprentissage dans les différents métiers. En face d'eux, on voudrait avoir, n'est-ce pas, des sponsors, des partenaires qui doivent assumer la responsabilité de l'apprentissage de ces enfants pour dire qu'ils ont appris. Et cet apprentissage ne consiste pas simplement à apprendre pour aller rester à la maison. Il faut apprendre pour pouvoir transmettre, apprendre pour pouvoir créer, apprendre pour pouvoir se prendre en charge. C'est pour ça que l'un des piliers de notre foire réside aussi sur l'autonomisation des jeunes. Voilà véritablement l'idée à travers cette foire. En un mot, il faut se dire que ce sera dans un moment de rencontre où on va donner la possibilité aux partenaires, aux sponsors, à tous les mécènes de venir soutenir l'apprentissage de ces enfants à travers des bourses, par exemple, à travers des financements pour des micro-projets, à travers pas mal d'initiatives qui viendraient de leur volonté. Et donc, pour nous, nous estimons qu'on a besoin de cet accompagnement pour pouvoir faciliter l'insertion de cette jeunesse. Alors, vous l'avez dit, la foire d'orientation et de formation au métier d'avenir, c'est prévu pour à partir du 15 septembre jusqu'au 18 septembre 2021 à l'esplanade du Monument de la Réunification, ici même à Yaoundé. Alors, qui sont ceux que vous attendez pendant cette foire? Ou alors plus directement, quelles sont vos cibles? Alors, notre cible est bel et bien la jeunesse. Dans sa globalité, c'est-à-dire que ce soit les jeunes qui sont scolarisés, qui sont diplômés et qui n'ont pas d'emploi, tout comme ceux qui ne sont pas diplômés, qui sont à la recherche d'un emploi ou alors à la recherche d'une formation pour pouvoir se prendre en charge. Mais à côté de cela, on a aussi notre cible, c'est les parents, parce que la foire repose sur 3 piliers: l'orientation, la formation professionnelle, l'autonomisation des jeunes. Or, l'orientation, c'est un processus. Et dans le processus de l'orientation, de notre modeste point de vue, les parents se situent à la base. C'est pour ça qu'on a besoin d'eux pour qu'ils viennent voir quelles sont les différentes possibilités qui leur sont présentées sur le site de la foire et au-delà de la foire, parce que la foire ne constitue qu'une infime partie de l'ensemble du projet. On attend donc les jeunes, diplômés ou non, on attend les parents, on attend le grand public pour venir voir, parce qu'il n'y a pas que des expositions et des formations, il y a aussi bel et bien des activités qui font appel à un exercice qui nécessite que les gens viennent écouter ce sur quoi les différents experts que nous sollicitons vont discuter, vont débattre des problématiques qui sont d'actualité, des questions de la décentralisation, des questions d'emploi, des questions de formation, des questions d'orientation, qui
de mon avis, sont des questions qui constituent le quotidien des Camerounais aujourd'hui et qui sont ô combien importantes de telle manière à ce que tout le monde qui arrive sur le site de la foire puisse trouver son compte. Alors, et quelles sont les conditions pour y participer, que ce soit comme exposant ou alors comme simple visiteur? Alors, en tant que visiteur, la foire, elle est bel et bien gratuite. C'est-à-dire que l'accès au site de la foire est gratuit. Tout le monde peut entrer. Et maintenant, pour être exposant, il faut bien acquérir un stand. Parce que vous savez, la réalisation d'une foire comme celle-là nécessite un minimum d'investissement. Et je voudrais dire en passant que, en ce qui concerne ces investissements-là, la foire Fofoma fonctionne sur fonds propres. Ça, il faut que je vous le dise. Et vous comprenez donc qu'il ne s'agit pas d'une organisation dont l'objectif principal consiste à se faire de l'argent, mais il s'agit d'une organisation pensée et structurée qui vise un objectif, celui d'apporter une contribution efficiente à l'édification des problèmes de formation et d'orientation dans notre pays. Donc, pour acquérir un stand à cette fois-là, c'est 75 000 francs pour les 3 jours, à raison de 25 000 francs par jour. Maintenant, les formations, elles, je ne voudrais pas dire qu'elles sont payantes, parce que lorsque vous suivez le coût des formations pour les 3 jours, c'est une formation à 15 000 francs. Alors, je vais vous expliquer rapidement pourquoi est-ce qu'on en est à 15 000. Allez-y. 15 000, c'est simplement pour permettre aux différents formateurs d'assumer les moyens de la logistique. Vous prenez un exemple comme notre partenaire qui va former en buanderie, lingerie. Il va déporter tout le matériel de son pressing sur le site. Ça nécessite des moyens. Cela a un coût. Cela a un coût. Or, puisque lui, avec nous, dans le partenariat, il faut quand même que nous soyons capables de prendre en charge les moyens de transport pour son matériel. Nous disons donc modestement, si on met à 15 000 francs pour les 3 jours pour un jeune, vraiment, je ne pense pas que ce soit suffisamment osé. Celui qui est véritablement intéressé, je crois qu'il peut faire les pieds et les mains pour pouvoir acquérir une formation sur le site de la foire pendant les 3 jours. Alors, le début de cette fois, c'est dans quelques jours. Alors, où en êtes-vous avec les préparatifs? Est-ce que les gens se bousculent pour s'inscrire? Où en êtes-vous avec les préparatifs? Les préparatifs vont bon train. Je crois il y a jeudi dernier, nous avons effectué la conférence de presse relative, la conférence de presse d'avant deuxième édition. Nous avons présenté le niveau de préparatif. Sur le plan administratif, je voudrais indiquer que toutes les formalités relatives sont totalement acquises. C'est-à-dire que nous avons déjà notre déclaration de manifestation, nous avons obtenu l'autorisation d'utilisation du site, nous avons toutes les correspondances qui nous permettent de mener de manière sereine notre activité. Maintenant, en ce qui concerne les différents intervenants, toutes les correspondances relatives ont été adressées. On commence à recevoir déjà les retours relatifs à ces correspondances-là pour les différents experts que nous avons sollicités pour venir intervenir sur des thématiques aussi diverses que plurielles que nous avons évoquées dans le cadre des activités. Et maintenant, en ce qui concerne les apprenants, les jeunes, il n'y a pas encore un véritable engouement. Il n'y a pas encore un véritable engouement à la hauteur des efforts que nous sommes en train de consentir. Nous espérons véritablement que ce soit une opportunité pour les jeunes de venir, de s'inscrire massivement pour venir bénéficier de cela. Et je voudrais insister encore pour dire que la foire ne représente qu'une infime partie. Parce qu'à côté de ça, il y a plein d'autres choses qui sont prévues de manière à ce que ceux qui auront effectué les formations sur le site de la foire, plus tard, on aura l'obligation de présenter à la presse et peut-être vous m'inviterez encore sur votre plateau pour venir vous dire que seront devenus ces centaines de jeunes qu'on aura formés pendant cette foire-là. Donc, ce n'est pas encore la très grande effervescence en termes de souscription, que ce soit en termes de souscription pour les jeunes qui doivent venir apprendre, mais également aussi en termes de souscription pour les stands. On a estimé une moyenne de 100 stands. Jusqu'ici, nous sommes pratiquement à
à 50%. Ça veut dire qu'il y a encore... C'est déjà pas mal quand même. C'est déjà pas mal, mais au regard de tout le dispositif qui est mis sur pied, il y a encore 50% à franchir pour atteindre les 100%. Alors je pense que les uns et les autres sont encore les bienvenus parce qu'à la dernière minute, peut-être nous n'aurons plus suffisamment la possibilité de nous intéresser aux questions de réservation de stands, mais davantage pour être intéressés sur la gestion des éléments spécifiques pour la réussite de notre foire. Alors, lors de la première édition du FOFOMA l'année dernière, vous attendiez 3000 visiteurs, vous en avez eu 2000. Cette année, vous avez mis la barre haut, vous espérez 6000 visiteurs. Oui. Alors, est-ce que vos ambitions ne sont pas un peu excessives? Dire que nos ambitions sont excessives, c'est ne pas reconnaître le travail que nous avons effectué. Si nous avons pu obtenir 2000 visiteurs sur 3000 à la première édition, qui n'était pas du tout facile, en prenant en compte la crise sanitaire, pourquoi pas cette édition? Surtout que cette édition, lorsque nous fixons le cap à 6 000 visiteurs, oui. Je dis, c'est que nous avons mené un travail en amont qui nous permet de dire avec certitude qu'on peut atteindre ce cap-là. On a essayé d'intégrer dans le PAP de notre organisation interne un ensemble de structures et d'administrations qui intègrent les jeunes dans leurs différentes activités, de telle manière à ce que nous soyons capables de dire que oui, sur le site de la foire, on aura véritablement le flot de jeunes. Je peux citer, si vous travaillez avec l'Observatoire national des jeunes, vous savez que dans leur base de données, ils ont pas mal de jeunes. Alors, en travaillant en collaboration avec eux, nous sommes certains de ce qu'on aura bel et bien les 6000 visiteurs et peut-être même des 6000 visiteurs. Je me serais attendu à ce que vous me demandiez pourquoi avoir dit 6000. Oui. Mais même que 6000, de votre point de vue, j'avais pensé que vous alliez me dire que c'était peu au regard de l'engouement et des énergies qui sont fédérées autour de cette activité. Je voudrais donc vous rassurer simplement pour dire que les 6000 visiteurs seront bel et bien atteints au regard du déploiement qui est en train d'être effectué pour réussir cette activité. Alors, je dois rappeler que vous bénéficiez du soutien institutionnel, entre autres du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Comment cela s'est passé pour avoir ce soutien institutionnel? Est-ce que cela a été difficile au niveau du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle? Alors, vraiment, lorsque vous me posez cette question, je suis très ravi et cela me donne l'occasion ici, sans langue de bois, d'indiquer que le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, M. Issa Chiroma Bakari, avec qui je n'ai pas encore eu un entretien direct jusqu'ici, nous a ouvert les portes de son administration à la première correspondance que nous lui avons adressée relative à l'organisation de cette foire. Lorsqu'on démarre l'aventure en septembre dernier, au mois de septembre 2020, nous sollicitons donc deux ministères. Sollicitons le ministère des petites et moyennes entreprises et le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Et spontanément, le ministre nous a répondu en nous indiquant qu'il était d'accord avec le projet sur lequel nous étions en train de travailler. Voilà. Non seulement cela a été fait, il a été représenté au plus haut niveau lors de la première édition de la foire. Je voudrais indiquer que cette première édition, il y a pratiquement 4 ministères qui ont été représentés de façon valable. On parlait de la première édition. La première édition. Oui. On peut les citer, c'est bon à savoir. Oui, le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle qui était représenté par l'inspecteur général des services. On avait le ministère des Arts et de la Culture qui était représenté par un conseiller technique. On avait le ministère des petites et moyennes entreprises qui était représenté aussi par le conseiller technique numéro 2. Et un troisième ministère qui était représenté. Ça, c'est juste pour indiquer les ministères. Il y avait d'autres administrations, les mairies, la mairie Yaoundé 3e qui était représentée, dont le discours avait été prononcé par Madame le maire de la mairie de Yaoundé 3e. Donc, vous voyez que je voudrais saisir donc encore cette opportunité de dire merci au ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Et il ne s'est pas arrêté simplement à ce niveau, parce que dans le PAP, il y a beaucoup d'activités que nous voulons mener avec ce ministère, dont il nous a d'ailleurs adressé une lettre d'encouragement avec les félicitations du gouvernement par rapport
à l'idée que nous avons pensé mettre sur pied par rapport à notre volonté à contribuer, à apporter notre modeste contribution à la résolution des problèmes de l'emploi au Cameroun. Vous savez, comme moi, que la question de l'emploi au Cameroun, c'est une question très cruciale, cruciale, qui nécessite donc une synergie d'action, que ce soit des acteurs institutionnels, privés et toutes les personnes qui peuvent apporter une contribution de manière à ce qu'on puisse juguler cela. Voilà comment est-ce que nous en sommes arrivés dans la collaboration avec ces ministères. Je précise bien, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas encore sollicité une audience pour rencontrer le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Je pense qu'après cette deuxième édition, nous irons donc rencontrer le ministre pour discuter de vive voix avec lui et lui présenter une autre partie de Fofoma que jusqu'ici, dont il ne serait pas encore au parfum, il ne serait pas encore au courant. Et nous avons eu la confirmation écrite qu'il sera bel et bien présent à l'ouverture de la deuxième édition de la foire. Et pour cette deuxième édition, les correspondances sont déjà adressées. Nous avons sollicité la présence de pas moins de 5 ministères. Si on peut les citer ici, le ministère de l'Agriculture, nous avons adressé une correspondance, le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, le ministère de la décentralisation, le ministère de la décentralisation également, nous avons adressé une correspondance. Et il y a 2 ambassadeurs. Nous avons sollicité la présence de l'ambassadeur du Cameroun, de l'ambassadeur de Suisse au Cameroun, l'ambassadeur de France au Cameroun, avec pas mal de directeurs généraux et de partenaires qui viendront meubler, n'est-ce pas, pour nous, cette cérémonie protocolaire d'ouverture que nous voulons faste à l'image du travail que nous sommes en train de faire pour la jeunesse de notre pays. Alors, vous êtes à la deuxième édition de la foire d'orientation et de formation aux métiers d'avenir. Et jusqu'à présent, dites-vous, vous fonctionnez sur fonds propres. Oui. Alors, j'imagine que c'est assez lourd. Est-ce que vous pensez pouvoir tenir sur l'avenir avec une telle initiative si vous continuez à la financer par vous-même? Oui, tout à fait. C'est une préoccupation interne. Je voudrais vous indiquer ici que lorsque nous avons démarré l'aventure, nous étions une équipe à peu près une douzaine de personnes. Au fur et à mesure, il y a certaines personnes qui se sont découragées et qui ont quitté le bateau, peut-être provisoirement ou à l'autre façon définitive, ça dépend des aspirations de chacun. Et cette préoccupation a fait l'objet de tout un débat en commission où j'avais clairement indiqué la vision qui était la nôtre. La vision, c'est laquelle? Je me suis dit qu'il est beaucoup plus facile de créer une entreprise qui va nous permettre de gagner un peu d'argent pour organiser la foire. Oui. Mais est-ce que le fait de créer une entreprise nous donne la garantie de l'exécution de la foire sous sa configuration actuelle? J'ai fait le choix et ça, j'ai convaincu les autres membres de prendre le chemin inverse. Moi, je suis promoteur culturel, artistique, événementiel. Voilà. À partir de ce motif-là, on pouvait quand même déjà oser organiser la foire. Nous nous sommes dit, pourquoi ne pas s'appuyer sur cet élément-là pour démarrer? Maintenant, lorsque la mayonnaise aura prise, on va donc changer la configuration pour rentrer dans une configuration qui nous permettra de pouvoir bénéficier, n'est-ce pas, des appuis financiers, techniques et institutionnels. Voilà comment est-ce que nous avons pensé. Et je peux donc vous rassurer qu'à partir de la 3e édition, Fofoma sera désormais une entité qui sera logée dans un cabinet, parce qu'il sera donc créé un cabinet à l'intérieur duquel on va loger la foire Fofoma pour effectivement juguler les problèmes de financement auxquels nous faisons face aujourd'hui. Voilà, je rappelle Arsène Como que vous êtes promoteur culturel et événementiel et vous êtes également directeur de l'hôtel Le Quai d'Orsay. Je vous propose, Arsène Como, de regarder ce reportage qui a été tourné pendant le séjour de l'équipe djiboutienne ici dans votre hôtel. Nous les avons suivis pendant leur séjour à l'hôtel Le Quai d'Orsay à travers ce reportage. On se croirait à une colonie de vacances. Pourtant, l'enjeu est bien plus important que cela.
C'est une délégation de 32 personnes qui séjournent ici, à l'hôtel Le Quai d'Orsay, à Yaoundé, au quartier Simbok. AS Arta Solar 7 est au Cameroun pour un but. Notre objectif est de venir ici au stage bloqué en se préparant à la Champions League. Le club djiboutien a choisi le Quai d'Orsay pour son séjour. L'ancien international camerounais, Alexandre Song, aujourd'hui sociétaire du Arta Solar, est celui qui a fait le choix de cet hôtel, et pour cause. Je pense que le cadre était approprié. Ça correspondait à ce que nous recherchons, un endroit calme, paisible, agréable, avec un staff vraiment formidable qui est au service de la clientèle. Et en plus, la qualité aussi de la propriété de l'hôtel. Hein. Vous savez, il y a plein d'hôtels. Moi, je vais appeler ça boutique hôtel. Parce que c'est des petits hôtels, mais que quand on voit de l'extérieur, on ne prend pas au sérieux, mais quand on rentre, c'est un potentiel énorme. Et depuis que nous sommes là aujourd'hui, nous sommes heureux d'être là. C'est spacieux, c'est grand, c'est convivial. Je dis un service, le plus important dans un hôtel ou dans un cadre de vie, c'est avoir du service. Et le service, c'est un service 5 étoiles. Les joueurs, ainsi que le reste du staff, sont plus qu'à leur aise, prêts surtout pour la rencontre imminente dans un match amical contre Fauve Azur, un club camerounais évoluant en Élite 2. La rencontre a lieu au siège de la CAF, en Bankomo, une bourgade située non loin de Yaoundé. C'est d'ailleurs pour cette qualité de service que l'ancien gardien de but de l'équipe nationale camerounaise, Idriss Carlos Kameni, ne tarit pas d'éloges pour l'hôtel Le Quai d'Orsay. Les installations sont super agréables. De suite, comme on en a un peu vu dans notre chère capitale, vous êtes dans des chambres, vous avez l'impression d'être dans un monde à part. On parle bien d'un hôtel d'une centaine de chambres. Bien que n'ayant pas été sélectionnés parmi les établissements hôteliers qui devront abriter les équipes, l'hôtel compte bien se déployer pour être de la partie. Alors pour la Total Can 2021, je dirais que l'hôtel Le Quai d'Orsay est prêt à accueillir toute catégorie de clientèle en ce qui concerne cet événement-là, parce que nous avons le matériel qu'il faut, nous avons les employés qu'il faut, bref, nous avons la ressource nécessaire pour recevoir, que ce soit la clientèle sportive ou pas, nous avons le matériel. De retour au stade, où la deuxième mi-temps est plus tendue, les joueurs épuisés donnent tout ce qu'ils ont pour ressortir de là vainqueurs. L'issue du match se solde par un score de 3-2 en faveur de Fauve Azur. Après l'effort, le réconfort colle parfaitement à la situation. Entre la décoration renouvelée, le buffet bien dressé, des plats variés bien sûr, un service assuré par des employés bien soignés. Idriss Carlos Kameni, satisfait, confie que l'hôtel Le Quai d'Orsay est dans les normes européennes. Comme lui, tous sont unanimes pour dire que la gastronomie camerounaise est un vrai régal. Pour moi et personnellement qui ne connaissais pas la nourriture camerounaise, oui, ça me plaît. Après, pour les autres joueurs aussi, je pense que tous les repas qu'on fait, quand on revient 10 minutes après, il n'y a plus rien. Alors ça prouve que la bouffe est bonne, quoi. L'hôtel offre les meilleurs services. Je dis, ils ont une piscine, ils ont tout, ils ont une salle de fête, donc même pour les mariages et tout, c'est un coin idéal. Le Quai d'Orsay est, comme le qualifieraient certains joueurs d'Arta Solar, un lot de surprises. C'est avec beaucoup de plaisir qu'ils le placent dans leur lieu favori à Yaoundé. Mais je pense que notre séjour aussi permettra aux équipes étrangères, délégations étrangères, de penser qu'il y a des structures qui peuvent accueillir des fortes délégations et en prendre soin. Les champions de Djibouti, installés comme à la maison à l'hôtel Le Quai d'Orsay, resteront encore là jusqu'à leur retour à Djibouti, puisqu'ils sont à The Place to Be.
nous avons pensé, pour mieux répondre à vos attentes, nous avons rehaussé le standing. Hôtel Le Quai d'Orsay, better than what you imagine. Voilà, mesdames et messieurs, retour dans ce studio avec notre invité Arsène Como. Il est promoteur culturel et événementiel. Il est notamment le promoteur de la foire d'orientation et de formation aux métiers d'avenir, dont la deuxième édition va se tenir du 15 au 18 septembre 2021 à Yaoundé. Ce sera à l'esplanade du monument de la réunification. Alors, Arsène Como, je le disais, vous êtes par ailleurs directeur général de l'hôtel Le Quai d'Orsay. Votre hôtel a accueilli une équipe de Djibouti ici. Et dans cette équipe, il y a 2 Camerounais, Alexandre Song et Idriss Carlos Kameni. Alors, comment ça s'est passé leur séjour ici chez vous? Alors, je crois que peut-être que je ne suis pas la personne la très mieux placée pour indiquer comment a été le séjour de la délégation de Artasola. Oui. Artasola, c'est le nom de l'équipe. C'est le nom de l'équipe. Oui. Mais si vous me posez la question pour savoir quel est le sentiment du directeur que je suis, je vous dirais que c'est un sentiment de satisfaction. Parce qu'accueillir une équipe étrangère, et même une équipe locale, ce n'est pas du tout évident. Cela nous a donné de pouvoir tester notre capacité à pouvoir accueillir une délégation pendant la Coupe d'Afrique qui approche. Et le séjour s'est globalement bien passé parce que nous n'avons enregistré aucune plainte, que ce soit en termes sur le plan sanitaire, nous n'avons enregistré aucune plainte en ce qui concerne la qualité des repas, mais bien au contraire, nous avons enregistré beaucoup de satisfaits de la part de pratiquement toute l'équipe où chacun venait nous dire que félicitations, c'est un très bel ouvrage, c'est un très bel hôtel, la qualité de service y est, la qualité de prestation, bref. Ils se sont sentis très à l'aise à l'hôtel Le Quai d'Orsay à Simbok et je crois que vous l'avez suivi tout à l'heure, vous-même dans le reportage, comment les uns et les autres ont indiqué que le séjour il est agréable, le personnel est accueillant, le repas est de très bonne qualité et que même l'infrastructure hôtelière qui est pratiquement un complexe avec tout ce que vous avez vu, des piscines, des salles de sport, bref, c'est un motif de satisfaction et je crois qu'à partir de cela, nous sommes fin prêts pour accueillir n'importe quelle délégation à l'hôtel Le Quai d'Orsay. Alors, la Coupe d'Afrique des Nations aura lieu au Cameroun en janvier 2022. Et dans la liste des hôtels qui ont été retenus pour cette compétition, les hôtels officiels, l'hôtel Le Quai d'Orsay n'y figure pas. C'est une déception pour vous ou bien comment est-ce que vous avez perçu cela? Oui, d'une part, c'est une déception parce que lorsque vous regardez l'infrastructure de l'hôtel Le Quai d'Orsay, vous êtes en même de vous poser la question pourquoi est-ce que l'hôtel Le Quai d'Orsay ne figure pas. Mais justement, je vous pose la question, il vous a manqué quoi? Mais maintenant, sur tout un autre plan, il faut indiquer que c'est une commission qui décide. Et la commission, au-delà des éléments qui sont généralement des éléments connus, qui sont d'ailleurs définis dans la loi 2016, relative à l'activité de tourisme au Cameroun, où on indique que pour accueillir une délégation comme celle-là, il faudrait déjà que vous soyez un établissement hôtelier classé. Je voudrais dire que le Quai d'Orsay est classé à la catégorie 3 étoiles. Vous devez avoir un restaurant, vous devez avoir des chambres dont les superficies aussi entre 10 et 12 mètres carrés, ce qui est le cas chez nous. Vous devez avoir une piscine, vous devez avoir pas mal d'infrastructures, vous devez avoir un personnel qui est qualifié. Je crois que le séjour de Artasola chez nous prouve à suffisance que le personnel est suffisamment professionnel. Mais maintenant, entre
les textes et la volonté des membres de la commission, il y a généralement un écart qui fait qu'on ne peut pas sélectionner tous les établissements hôteliers. Mais au-delà, nous continuons à travailler de manière sereine parce que la compétition ne se joue pas simplement avec les délégations officielles, la compétition se joue aussi avec des supporters, avec d'autres délégations. Alors justement, par rapport à cette compétition, la CAN, c'est un grand moment pour tous les établissements hôteliers. Alors comment vous préparez-vous pour cet événement? Est-ce que vous avez des choses particulières que vous essayerez d'organiser pour attirer dans votre hôtel, pour rendre votre hôtel attractif? Qu'est-ce que vous préparez à l'occasion de la CAN qui se jouera en janvier 2022 au Cameroun? C'est un grand moment festif. Oui. Et en tant que tel, l'hôtel Le Quai d'Orsay est en train de se préparer aussi. Parce que ce qu'il faut dire, Jean-Bruno, c'est que la compétition ne dure que 90 minutes au stade. Après, le stade, il faut bien que les gens... Le gros du temps, c'est en dehors des stades. C'est en dehors du stade. Il faut donc que nous soyons capables de proposer un certain nombre d'éléments qui vont permettre aux gens de meubler leur temps. Alors nous sommes en train de travailler sur le projet CAN de l'hôtel Le Quai d'Orsay, indépendamment des autres éléments. Ce qui est intéressant chez nous, c'est que nous sommes dans une dynamique où nous disons que nous devons vendre le label Cameroun à travers le label Quai d'Orsay. Ça veut dire qu'on va mettre en avant le label Cameroun, à côté duquel on va greffer le label Quai d'Orsay. Il y aura donc, toutes les prestations seront standardisées CAN et les activités qui vont se développer pendant cette période-là seront des activités exclusivement dédiées, n'est-ce pas, à tous ces visiteurs, à ces touristes qui viendront. Ça veut dire qu'on va créer, par exemple, comment est-ce qu'on appelle ça? On va créer, par exemple, un site pour tous les supporters qui, n'est-ce pas, après avoir regardé un match, on est en train de travailler pratiquement un circuit touristique qui va leur permettre de partir du stade pour arriver chez nous. Et vous vous rendez bien compte que partir du stade qui est au centre-ville pour arriver chez nous, c'est un parcours. Et il faut les intéresser pour qu'au bout de ce parcours, ils trouvent quelque chose d'important. Nous allons donc nous aussi mettre un village de la CAN à l'hôtel Le Quai d'Orsay. Nous allons proposer des danses patrimoniales à l'hôtel Le Quai d'Orsay, de manière à ce que ce soit vraiment une ambiance carnavalesque, parce que c'est un grand moment. Je crois la dernière date de 70 ou 72. 72. Vous voyez qu'aujourd'hui, on a tout intérêt à mettre tout en œuvre pour réussir cette affaire. Non pas seulement au niveau national, mais aussi au niveau de nos différentes institutions. Mais je voulais dire quelque chose qui me semble fondamental. Et donc, nous, dans notre posture, nous avons fait la proposition à des autorités administratives, c'est que la CAN représente pour nous au Cameroun le moment de rattraper le déficit que nous avons eu lié à la pandémie, à travers le développement du tourisme interne. C'est lorsque vous voyez... Parce que vous avez connu des moments difficiles, tous les établissements de tourisme, avec la crise du Covid et tout le confinement qu'il y a eu avec les restrictions de déplacement et tout ça. Tout à fait. Alors, cela suppose quoi? Cela suppose qu'il faudrait qu'on rassemble tous les acteurs directs dans le processus de l'élaboration, dans le processus de développement de la CAN pendant cette période pour définir ensemble des mécanismes de standardisation des procédés. Ça veut dire que les procédés doivent être les mêmes. Qu'un visiteur entre au Quai d'Orsay ou qu'il entre dans n'importe quel autre hôtel à Yaoundé ou à Douala, les procédés doivent être les mêmes. Il faut standardiser les techniques de service. Il faut harmoniser les repas. Bref, il faut qu'on rentre dans des mécanismes d'ajustement et d'harmonisation des prestations et des services qui feront qu'on ne vendra qu'une seule chose, le Made in Cameroun. Voilà l'idée que les gens devront garder lorsqu'ils partiront du Cameroun. De dire que je suis entré dans 4 hôtels, voilà comment j'ai vu faire. Je suis entré dans 4 hôtels, voilà comment j'ai vu. Voici comment on reçoit les gens au Cameroun. Quel que soit l'hôtel dans lequel Quel que soit l'hôtel. C'est important pour nous de pouvoir le faire. Et nous sommes dans cette dynamique. Parce que même au niveau des uniformes, nous sommes en train de les revisiter
pour que ces uniformes portent l'estampille de la CAN avec la représentation des différentes cultures des pays qui viendront chez nous. Donc, il faut intégrer dans ce pipe-là non seulement la valorisation de notre art culturel culinaire camerounais, mais aussi prendre en compte que parmi ces gens, il y en a qui peuvent avoir envie de manger les mets chez eux. Mais cette fois-là, il faut proposer ces mets-là à une infime proportion pour ne pas dire une chose et son contraire. Alors, vous avez parlé en début de cette émission de la formation, votre foire d'orientation et de formation au métier d'avenir. Vous avez défini très bien le concept de métier d'avenir, mais on observe aujourd'hui que dans les métiers du tourisme et de l'hôtellerie, les clients se plaignent énormément de la qualité des accueils globalement dans les établissements touristiques au Cameroun et même dans l'espace public. La courtoisie n'y est pas. Pourtant, on observe une multiplication d'écoles et de centres de formation. C'est quoi le problème à votre niveau? C'est la formation qui n'est pas bonne ou alors ce sont les gens qui ne comprennent rien? Je ne voudrais pas indiquer que c'est la formation qui n'est pas bonne. Ce serait peut-être me substituer à ceux qui délivrent les autorisations de formation dans ces C'est pas si comme moi, vous êtes déjà allé dans certains supermarchés où l'accueil des caissières laisse parfois désirer. Dans certaines boulangeries, il y a des boulangeries à Yaoundé qui sont connues pour leurs serveuses qui sont particulièrement mal élevées, ainsi de suite. Je veux dire, il y a un problème là. Il y a un problème, mais je crois qu'au-delà du problème, il faut déjà faire une analyse du concept d'accueil même. Oui. L'accueil est un concept subjectif, c'est une notion subjective. Et son caractère subjectif fait que pour avoir une meilleure appréhension de cette notion-là, il faut la référer à une situation qu'on pourrait donc appeler une situation d'accueil. Et dans cette situation-là, il faut aller donc chercher les identifiants qui vont caractériser la situation d'accueil. En allant chercher les identifiants qui vont caractériser la situation d'accueil, on va donc relever un certain nombre d'aspects liés au comportement, au langage, à la tenue vestimentaire. Absolument. Vous voyez, lorsque vous avez un enfant qui a le CPE, et puis on décide de faire de lui un proposé d'accueil, ça cause problème. Oui. Il faudrait qu'il comprenne même déjà ce que c'est que l'accueil. Donc, de mon point de vue, il y a quand même ce travail. Mais on va parler à Polytechnique pour apprendre aux gens oui, je suis d'accord avec vous. Oui. Je suis d'accord avec vous qu'on n'ira pas à Polytechnique, mais il faudrait quand même qu'on soit capable de comprendre ce sur quoi on doit travailler. L'accueil représente... Parce qu'au-delà même des questions de formation, la responsabilité n'est pas celle des différents établissements. Vous êtes propriétaire d'un supermarché, vous devez quand même apprendre le b.a.-ba de la politesse et de la courtoisie à votre personnel. Pareil pour une boulangerie, pareil pour un hôtel, pareil pour tous les établissements commerciaux où vous devez accueillir des gens. La responsabilité peut être partagée. Je puis vous dire que même nous qui sommes dans des entreprises hôtelières où l'accueil est l'élément phare à partir de la réception, nous travaillons tous les jours pour dire à nos employés que ne vous amusez pas avec l'accueil. Mais heureusement, vos réceptionnistes ici sont très souriantes. Merci de le dire. Et il faut savoir que l'accueil est une notion constante et permanente. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas très évident qu'un enfant qui a le CPE. Parce qu'il faut déjà maîtriser le concept en lui-même. Quand on dit que c'est une notion constante et permanente, ça veut dire que l'accueil se déroule tout au long du séjour d'un convive lorsqu'il est chez vous. Maintenant, l'entreprise peut avoir une direction de la formation qui fait son travail. Mais maintenant, les dispositions naturelles d'un enfant peuvent ne pas être à la hauteur de comprendre le fait que voilà ce que je dois faire. Il y a des actes qui sont parfois posés, pas parce que vous voulez volontairement poser l'acte, mais peut-être parce qu'il y a même les limites de l'éducation. Donc je suppose qu'il y a un travail qui doit être fait déjà, non seulement au niveau des établissements de formation, comme vous indiquez, mais le casting. L'accès à ces écoles, le choix du personnel. Parce que dans notre environnement, Jean-Bruno, quand vous voyez aujourd'hui, il y a des personnes dont parfois vous vous posez la question si elles sont même conscientes de la responsabilité qu'elles ont en matière d'accueil. Mais vous les trouvez, que ce soit dans des supermarchés, je voudrais pas. Au-delà des caissières et caissiers, il n'y a pas que les femmes et tout. Je n'ose même pas parler des chauffeurs de taxi et tout cela. Et ce sont quand même des gens qui vont être au contact de tous les étrangers qui vont déferler sur le Cameroun en janvier prochain. Il y a un problème
problème. Il faut former. Il faut un travail. Il faut un travail. Ouais. Il y a un travail qui doit être fait et je voudrais saluer déjà au passage le délégué départemental du tourisme et des loisirs pour l'Umfundi, avec qui nous avons engagé une vaste campagne de séminaires de renforcement des capacités irrelatives. Je voudrais fort opportunément indiquer que la célébration de la journée mondiale du tourisme le 27 septembre prochain va nous donner l'occasion le 14 septembre précisément, déjà d'avoir un autre séminaire de renforcement des capacités des acteurs sur effectivement les différentes techniques d'accueil et l'amélioration de la qualité de prestation de services. Ça veut dire qu'il y a un travail qui est quand même fait. Ce n'est pas comme s'il n'y a pas un travail qui est fait. Oui. Et s'il y a un travail qui est fait et que jusque-là les choses ne changent pas, ça veut dire qu'il faut repenser le casting. De mon point de vue, non seulement il faut repenser le casting, il faut peut-être aussi mettre à l'intérieur beaucoup plus d'éléments de motivation qui sont susceptibles d'amener les gens à être beaucoup plus engagés, beaucoup plus déterminés, à prendre au sérieux l'aspect lié à l'accueil qui, de mon point de vue, représente tout ce dont on peut faire en termes d'organisation. Si vous ne réussissez pas l'accueil, le reste, ça va. Je prends le cas de Arta Sola qui était ici. S'ils avaient été mal accueillis, ils ne seraient pas en train de dire qu'ils ont passé un séjour agréable. Et je puis vous rassurer, ils ont promis d'être là en décembre. Alors, nous allons sortir par là. Vous êtes, je le rappelle, entre autres casquettes que vous portez, vous êtes également syndicaliste je crois que c'est le syndicat. Je suis le premier vice-président national de l'association des acteurs du tourisme au Cameroun. Voilà, alors, chargé de la formation. Absolument. Alors, sortons par là. La crise du Covid, s'il y a un secteur qui a été particulièrement impacté, c'est celui du tourisme pour des raisons évidentes, confinement, restrictions de déplacement et tout. Est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement a été à vos côtés pendant la durée de cette crise et jusqu'à présent? Alors, le sentiment de l'acteur que je suis, c'est un sentiment mitigé parce que lorsque vous observez quand même comment la situation de la crise sanitaire a été gérée au Cameroun avec l'implication du gouvernement et davantage le soutien ou alors le soutien apporté au secteur du tourisme, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été fait. Maintenant, même si on peut interroger les différents mécanismes qui ont conduit à cela, c'est une chose. Qu'est-ce qui a été fait concrètement? Ce qui a été fait, Ailleurs, on a distribué de l'argent aux hôteliers. On a distribué de l'argent aux hôteliers. Je crois qu'à partir, on s'est référé au décret de 99, je crois, 112, portant compte d'affectation spéciale pour le soutien des activités touristiques. Il y a un compte d'affectation spéciale qui a été créé, n'est-ce pas, pour soutenir les activités, les acteurs du secteur touristique. Et donc, je puis vous dire que mon entreprise a régulièrement constitué le dossier irrélatif avec l'ensemble des pièces qui ont été demandées. À côté du compte d'affectation spéciale, il faut reconnaître aussi qu'il y a eu des allègements sur le plan de la fiscalité et des tractations avec le syndicat patronal des industries de tourisme et d'hôtellerie a pu obtenir aussi la suppression de la taxe de séjour. Donc, il y a quand même des éléments qui ont été faits pour soutenir le secteur du tourisme dans ce sens-là. Tout à fait. Oui, maintenant, lorsque je l'ai dit, je le dis du haut de ma posture de directeur d'hôtel. Maintenant, en tant que président des acteurs, on peut quand même se demander quelles sont les répercussions de ces allègements sur les acteurs. Oui. Parce que les acteurs vous diront que oui, on a octroyé peut-être, je ne sais pas combien de millions à un patron. Quelle est la garantie qu'on a que cet argent va parvenir jusqu'aux petits employés? Parce que là aussi, il faut se dire, chaque entreprise avait la responsabilité de repenser sur le plan stratégique des mécanismes de gestion de son personnel adaptés à la crise. Nous avons la chance, et permettez-moi de dire merci à mon promoteur, M. Alphonse Mwende. Ici, à l'hôtel au Quai d'Orsay, nous avons eu la chance de n'avoir mis personne en congé technique. Nous sommes partis sur un postulat simple. On a redéfini un modèle de gestion de crise qui indiquait que, bon, mesdames et messieurs les employés, voilà, si nous parvenons à atteindre tel chiffre d'affaires qui nous permet de couvrir nos charges, alors
vous avez 100% de votre salaire. Mais si nous ne pouvons pas atteindre, on va réduire la masse salariale de tel pourcentage. Ça veut dire qu'à proprement dit, nous n'avons pas connu de baisse de salaire sur les salaires des employés, mais, et ça a été une ou deux fois, c'est la masse salariale qui a connu une légère diminution. Maintenant, avec la particularité que ceux qui gagnent un peu plus avaient l'obligation de supporter un peu le poids par rapport à ceux, de faire un peu d'effort par rapport à ceux qui gagnent un peu moins. Donc, je crois qu'il y a des choses qui ont été faites, même si maintenant on peut questionner l'efficacité de ces choses-là, et puis on peut aussi questionner la démarche qui a été faite, mais il reste vrai qu'il y a des choses qui ont été faites dans ce sens. Arsène Como, merci. C'est moi qui vous remercie, Jean-Bruno, et je crois que nous avons eu avec vous la possibilité de présenter ce que c'est que la foire d'orientation et de formation au métier d'avenir, et surtout d'indiquer que le Quai d'Orsay Plus est prêt à accueillir toutes les délégations possibles en ce qui concerne non seulement les séjours relatifs à la CAN, mais à tout moment de la vie. Voilà, je rappelle que la foire d'orientation et de formation au métier d'avenir, dont vous êtes le promoteur, c'est du 15 au 18 septembre 2021 à l'esplanade du monument de la réunification à Yaoundé. Bon courage et à bientôt. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé Autant le dire. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.